En cette nouvelle année 2012, le MSA, le Mouvement Socialiste Alternatif, vous souhaite de bonnes fêtes et espère avec vous que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente. Nous allons profiter de ce 1er janvier pour mettre au point les évolutions du programme du MSA. Mais déjà, car beaucoup ne le connaissent pas encore, qu'est-ce que le MSA? Il s'autodéfinit ainsi. C'est une organisation structurée dont les membres cherchent à conquérir et à exercer la possibilité de mettre en application leurs idées en proposant une nouvelle option à la situation économique et politique actuelle. Ce mouvement met l'accent sur l'intérêt collectif et la justice sociale, tout en gardant à l'esprit l'importance et l'équilibre de la préservation de la nature avec la croyance que la croissance économique n'est pas incompatible avec la préservation de la nature. C'est donc un mouvement qui voit donc l'idéal non pas comme une utopie, mais comme un but à atteindre et dont il faudrait se rapprocher en misant sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux de notre société. Une autre question qui revient très souvent, qu'est-ce qui différencie le MSA du PS? Je ne suis pas un homme politique, je suis un homme du peuple, juste quelqu'un qui, comme beaucoup, en a marre des politiques de gauche ou de droite. Ils sont tous pareils, qui veulent seulement être élus et dont le seul intérêt est eux-mêmes. Ils ne recherchent aucune solution pour notre pays et cela doit changer. Le MSA ne traîne pas de casserole, pas de détournement de fonds au Pas-de-Calais ou des trucs du genre, mais ce n'est pas caractéristique du PS. Ils sont un peu tous comme ça en politique. Nous sommes le peuple. Le PS, comme le MP et les autres, c'est des copains de l'ENA, ça se tire dans les pattes, mais par derrière, ça reste des anciens copains. Le programme. Nous avons un programme social, économique et environnemental qui évolue et qui répond aux attentes du peuple. Le MSA, créé par le peuple pour le peuple. Le programme du PS, que doit-on retenir? Que doit-on retenir des années où la gauche a été au pouvoir? A-t-elle été meilleure que le MP? Non, je ne pense pas. Ceci nous amène donc au programme et à la pensée du MSA. Nous n'aborderons que les grandes lignes sans parler de la totalité de nos intentions, ce qui serait bien trop long. Si vous êtes cependant intéressé, la totalité de notre programme se trouve sur notre page Facebook, où nous sommes également facilement joignables. Sinon, via notre adresse Gmail ou Twitter. Nous présenterons donc notre projet sous 3 parties, l'économie, l'environnement et enfin la démocratie et le social. Commençons donc par un sujet d'actualité, le plafonnement des loyers. Nous préférons forcer la diminution des loyers en jouant sur la loi de l'offre et de la demande en créant de nouveaux grands logements aux endroits où la demande est la plus forte. Davantage d'offres devrait en toute logique faire baisser la demande et donc s'il y a moins de demande, les loyers cesseront d'augmenter et au pire augmenteront moins vite. Même si c'est en effet les lieux où la demande est la plus forte sont souvent déjà occupés par d'autres logements, il faut donc les rénover, les moderniser et surtout les agrandir. Étant donné l'augmentation de la population et de la demande de plus en plus forte de logements, il faut s'attendre à voir surgir de nombreux hauts bâtiments comme on peut le voir dans les grandes mégalopoles américaines et japonaises. Sur la page Facebook du MSA, nous proposons également une réforme des revenus des hauts fonctionnaires en politique qui s'aligne sur les minimums européens. Ajouté à cela une légère baisse du nombre de parlementaires, nous avons réussi à diviser par 3 le nombre de dépenses annuelles du gouvernement. Nous n'avons pu calculer l'abolition des privilèges en politique, les chiffres sont quasiment introuvables. Mais nous pensons raisonnablement que lorsque les parlementaires ne recevront plus leurs indemnités en cas d'absence, et suite à la suppression des logements de fonction, des voitures de fonction, de l'accès gratuit au réseau SNCF, en première classe qui plus est, permettra de réduire nettement les dépenses de l'État. Après tout, nos citoyens sont forcés de s'en sortir avec un salaire moindre, il n'y a pas de raison que les membres du gouvernement ne puissent en faire de même. La multiplication des sommets et les mesures libérales n'ont eu aucun impact sur notre économie. Pire, la dette n'a fait qu'exploser depuis les derniers quinquennats. Le problème de la dette réside dans la nécessité pour l'État d'investir. Elle emprunte donc aux banques privées qui, au passage, créent de la monnaie et gagnent de l'argent via les intérêts de l'emprunt. Vous voyez le problème? Chaque fois que l'État emprunte, il est obligé de rembourser une somme considérable plus un intérêt. L'État se voit donc obligé d'emprunter à nouveau pour rembourser l'emprunt et l'intérêt qui va avec, et donc c'est l'escalade. Le problème de l'État, c'est qu'il ne peut emprunter à taux zéro, conformément à l'article 123 du traité de Lisbonne, anciennement 104 du traité de Maastricht. Les solutions sont donc doubles. Soit nous abolissons cet article et en rédigeons un autre qui permettrait aux États de la zone euro d'emprunter à la Banque centrale européenne à taux zéro, ou alors, si les autres États refusent, nous serons forcés de sortir de la zone euro et de nationaliser quelques banques afin de contrôler les taux d'intérêt ainsi que les dérives boursières, dont les abus sont également source de crise. Que les choses soient cependant claires, nous n'avons rien contre l'euro, c'est une monnaie forte qui facilite les échanges commerciaux. Bien que nous n'exportons pas assez pour rendre cette monnaie intéressante, et cela nous amène donc au point suivant. Afin de réindustrialiser la France tout en augmentant le nombre d'emplois et en se débarrassant des actionnaires, les grandes entreprises pourraient donner une partie de leurs bénéfices aux PME et aux TPE au lieu de faire tout le temps appel aux investisseurs qui feront ensuite la pluie et le beau temps dans les entreprises. Une sorte de redistribution des richesses entre entreprises où on aurait une poussée des petites entreprises qui pourront à nouveau embaucher.
Côté environnemental maintenant, les taxes sur les pollueurs a évidemment pour objectif de réduire les émissions de gaz dont les effets ne sont plus à démontrer et dont l'impact a fait grand bruit. Les effets économiques qui découlent de cette loi sont variables, mais plus prévisibles sont la fuite de certaines entreprises, celles qui polluent trop et qui peuvent se permettre de délocaliser, l'essor de nouveaux marchés et le développement des énergies renouvelables, des charges supplémentaires malheureusement sur les TPE et les PME qui pourraient entraîner la cessation d'activité dans certains cas. Ces inconvénients s'inscrivent naturellement dans un processus de création destructrice dont l'issue est la création de nouveaux secteurs économiques respectant les consignes du développement durable. Ce n'est un secret pour personne, une majeure partie des énergies que nous utilisons aujourd'hui découlent des ressources limitées et sont vouées à disparaître. C'est pourquoi cela devient une obligation aujourd'hui d'investir massivement dans la recherche de ces énergies, afin que la France devienne un leader sur ce marché qui s'imposera par la force des choses, sur les énergies concurrentes et épuisables. Nous nous appuyons énormément sur les comptes rendus de l'Institut Négawatt qui propose une alternative réaliste à notre mode de production actuel. Celui-ci répond à tous les problèmes énergétiques de ces futures années. Nous sommes dans un pays démocratique, ce qui signifie pour beaucoup que le président est élu par le peuple. Et pourquoi pas pour le peuple ? Instaurer davantage de référendums permettrait aux Français de s'intéresser beaucoup plus à la politique et de prendre réellement des décisions. Puisque le mandat d'un président dure 5 ans en France, il serait judicieux de faire un référendum en début de mandat avec la moitié du programme que proposait le président, et pendant 30 mois, le président met en œuvre ce qui a été accepté par les Français. Ensuite, après 2 ans et demi à la tête du pays, le président fera un second grand référendum avec l'autre moitié de son programme. Cela permettrait d'une part aux Français d'être plus intégrés en politique, d'avoir davantage de pouvoir, mais également d'obliger le président à tenir ses promesses, car dans une réelle démocratie, le pouvoir est au peuple et non à un seul homme, même s'il est choisi par le peuple. Et pourquoi pas aller jusqu'à une constitution où l'issue d'un référendum primerait sur les décisions du gouvernement, du chef de l'État ou du Parlement. Pour le respect des peines de prison, trop de prisonniers ressortent au bout de quelques temps sans avoir subi de réelles punitions. De plus, certaines sanctions ne sont pas à la hauteur de la gravité de ces actes. Aussi, nous devons faire respecter ces peines et enfermer à vie les criminels, les violeurs, les pédophiles, les meurtriers, tous ceux dont les risques de récidive ne peuvent être tolérés. J'ai bien conscience que les prisons doivent être un moyen de guérison, dirons-nous, et de réinsertion à la vie professionnelle, mais lorsqu'il s'agit de ce genre de crime, je vous invite à vous mettre dans la peau des victimes ou de celle de la famille, et j'imaginez ce qu'on peut en sortir lorsque ce genre d'avis ressort au bout de quelques années. Si cela vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook. Si cela ne vous intéresse pas, je vous invite également à nous rejoindre sur Facebook où nous pourrons débattre des problèmes que vous avez eus. Merci.